bonsoir à vous. À chaque jour, pratiquement son frisson dans le monde du médicament, même si on nous dit souvent que c'est au nom de la transparence d'ailleurs. Un jour, une liste noire de médicaments, le lendemain, une liste de médicaments qu'on place sous surveillance, le surlendemain, une étude qui dénonce les effets, parfois mortels d'ailleurs, de certaines molécules. On verra que la dernière concerne les personnes âgées. Et puis, un jour qui suit encore, on nous dit qu'on va faire une grande réforme et qu'on va faire un grand ménage. Eh bien, il est temps justement de faire le tri, et c'est ce qu'on va faire ce soir dans cette émission dont le titre est Médicaments, le grand inventaire. Vous pouvez évidemment dès maintenant poser vos questions SMS et on va en parler avec nos invités. Nicole Delépine d'abord. Bonsoir. Vous êtes pédiatre, cancérologue, chef de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Poincaré à Garches. Vous avez publié La face cachée des médicaments chez Michalon. Marc Girard, bonsoir, médecin spécialisé en pharmacovigilance. Vous êtes consultant, vous avez été consultant pour l'industrie pharmaceutique. Paraît que vous êtes moins bien vu depuis que vous avez publié aux éditions d'Angle Médicaments dangereux, à qui la faute? Robert Langlais, bonsoir à vous, journaliste. Vous avez mené de nombreuses enquêtes sur les lobbies, et en particulier le lobby pharmaceutique qui vous occupe en ce moment. Vous préparez avec la biologiste Marie Grossman un livre intitulé Danger sur nos neurones qui sera publié chez Actes Sud. Et puis Claude Rambaud, vous êtes présidente du Lien, bonsoir madame, qui défend les patients et les usagers de la santé, par ailleurs administratrice du collectif interassociatif sur la santé qui regroupe une trentaine d'associations. J'ai une question à vous poser d'abord, parce qu'on veut faire le ménage, il faut connaître le chiffre. Bien. Combien il y a de médicaments sur le marché aujourd'hui en France, Nicole Delépine? Moi j'aurais dit de l'ordre de 13 000, mais voilà, effectivement c'est pas très clair. C'est pas très clair? Non, c'est pas très clair. Les laboratoires disent 5300. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on parle des médicaments commercialisés ou des 25 formes du même médicament commercialisé aussi sous 25 noms, des associations thérapeutiques qui peuvent être... on peut associer plusieurs médicaments et ça compte comme un nouveau médicament. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus que 5300, mais vraiment absolument aucune garantie de cet ordre-là. Vous avez un chiffre plus précis? Non, mais je pense, pour des raisons, je crois que c'est difficile à avoir un instantané, ne serait-ce que parce que personne ne peut empêcher un fabricant d'arrêter, par exemple, un médicament, etc. Tout dépend si on compte les associations, si on compte différentes formes. Et je crois que, de toute façon, pour le sujet du débat de ce soir, le grand problème, c'est il y a combien de médicaments qui rapportent beaucoup d'argent. Et là, je vous assure qu'on va beaucoup rétrécir. Ça, on va en parler, c'est promis. Mais vous mesurez tous les quatre, vous le savez mieux que personne, vous connaissez ça par cœur, qu'on est en train d'essayer de faire l'inventaire de médicaments dont on ne connaît pas exactement le nombre. On sait qu'il y en a 7000 qui ont été évalués avant 2005. Ouais. Donc il y en a forcément 13 000, 7 000, 5 300. Avant 2005. Oui. Et je crois que c'est un peu plus de 10 000 aujourd'hui, reconnus par l'assurance maladie. Roger Langlais, je vous rends votre vrai prénom. Oui, merci. 7500 évalués à court terme. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Les médicaments ne sont jamais évalués à long terme. Voilà. On ne sait pas ce que font les médicaments au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. À partir du moment où aujourd'hui... reste là, quelque part, dans cette masse on en consomme énormément, dès le ventre maternel, puisque la mère en consomme aujourd'hui beaucoup, au moment même où le fœtus est en formation. Beaucoup trop, on le sait, les études le montrent, donc ça flingue les neurones du fœtus, on le sait. Et toute sa vie, on consomme aujourd'hui... au cours de sa vie, une quantité de médicaments au moins 1000 ou 5000 fois supérieure à ce qu'on consommait à la fin du 19e siècle. On est passé d'une centaine de médicaments, se posait la question du chiffre, à aujourd'hui à peu près 8000 médicaments dans le Vidal, dont 1000 à 1500 substances. Bon, alors on en est entre 7 et 8000, selon votre évaluation à vous, on va en rester là. Combien d'entre eux sont dangereux, docteur Delépine? Moi, je pense qu'ils peuvent tous être dangereux dans un contexte donné, dans une association donnée. Ce qui est le plus dangereux, c'est surtout effectivement que les patients prennent souvent 8-10 médicaments et que les pharmacologues tous disent qu'au-delà de 3 médicaments, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est dangereux en fonction de l'âge de la personne, en fonction de sa pathologie, en fonction de sa façon de les éliminer. C'est un médicament dangereux. C'est un médicament qui donne des effets secondaires négatifs. Ils n'ont pas tous des effets secondaires? Ils ont tous des effets secondaires, ils sont plus ou moins importants, ou plus ou moins dangereux, et le danger s'aggrave avec la multiplication et surtout les associations, et puis l'âge quand même de la personne, et puis le contexte. Je veux dire, une personne fragilisée parce que, comme les patients que je peux traiter à Garches, qui sont des enfants atteints de cancer, il est clair que si on leur donne un certain nombre de médicaments qui habituellement n'ont pas de danger, vont chez eux pour en donner. Par exemple, l'aspirine, qui est un médicament qu'on adore tous, et moi en particulier, est complètement proscrite dans mon service, parce que quand on reçoit la chimiothérapie, si on prend l'aspirine, ça augmente beaucoup les risques
risques d'hémorragie. Même l'aspirine, dangereux. Tout à fait, c'est un médicament dangereux. Il y a beaucoup d'accidents décrits aux États-Unis par l'automédication. On en parlait un peu avant l'émission. Vous avez écrit dans votre livre que l'aspirine n'aurait pas eu sans doute l'autorisation de mise sur le marché aujourd'hui. Très probablement, oui, parce que les essais thérapeutiques l'auraient fait rejeter à cause des risques hémorragiques importants qui entraînent un certain nombre d'hémorragies digestives graves et des décès, et particulièrement, je crois, avec l'automédication. C'est pour ça que vraiment le problème de l'automédication, éventuellement surajouté à la médication donnée par les médecins, est un problème majeur. Parce que les gens, il y a des médicaments qui n'ont pas l'air dangereux. Le Doliprane, qui n'a pas l'air dangereux, pour prendre l'autre antalgique banal, c'est quand même un médicament très toxique pour le foie, très très toxique pour le foie. Et associé à d'autres médicaments ou à une fragilité parce qu'on a telle ou telle maladie, ça peut entraîner des décès. Moi, Oui, je veux rebondir sur ce que disait Nicole, c'est-à-dire il n'y a pas de médicament dénué de risque, mais de même que dans l'environnement, il y a des réactions, tout le monde sait qu'on peut être allergique aux cacahuètes, allergique au sperme, etc. Bon, donc voilà des exemples qui montrent à quel point une substance exogène peut être dangereuse. Donc le vrai paramètre pour discuter d'un médicament, celui qui est constamment oublié par nos autorités sanitaires, ça n'est pas est-il dangereux ou est-il efficace, c'est le rapport bénéfice-risque. Alors nous avons ici une cancérologue éminente qui effectivement a des patients qui vont mourir et pour lesquels on peut prendre quand même un certain risque. Moi, je me suis beaucoup consacré à la dérive de la médecine vers le préventif parce que ça fait quelques décennies que les lobbies pharmaceutiques se sont rendus compte que grâce à Dieu, il y a beaucoup plus de gens en bonne santé que de malades. Donc finalement, bizarrement, au lieu de s'intéresser aux malades, on s'intéresse aux gens bien portants. Le seul problème, c'est que le rapport bénéfice-risque qu'on peut envisager pour un malade, c'est-à-dire je vais te faire perdre tes cheveux, je vais peut-être même menacer ton système sanguin, etc., il devient très différent avec des gens en parfaite santé qui vont se retrouver au bout du rouleau avec des scléroses en plaques ou des maladies de ce genre. Alors il y a l'argument éternel qu'on entend dans tous les cafés du commerce, il n'y a pas de risque zéro. Je le confirme. Mais à partir du moment où, sous prétexte de préventif, vous avez un bénéfice proche de zéro, quel est le bénéfice que vous, aujourd'hui, vous alliez vous faire vacciner contre une grippe? Le risque pour vous de faire une grippe maligne, il est quasiment nul. Et l'intérêt du vaccin sur une grippe maligne chez quelqu'un comme vous, il est proche de zéro. Donc bénéfice zéro. Sans aller sur le vaccin, qui est encore un débat qu'on pourrait mener. D'ailleurs, on y a consacré des émissions précédemment. Mais quand même, il y a des bénéfices. On a bien allongé notre espérance de vie. Ça, c'est pas miraculeux. Ça, c'est un vaste problème. C'est une vaste bouteille à l'encre. On n'aura pas le temps de traiter tout ça. Mais il faut quand même bien voir que l'argument simpliste qui consiste à dire on vit de plus en plus vieux, c'est grâce à la médecine. Bon, ça mérite une démonstration qui n'a jamais été apportée. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à côté de l'espérance de vie, il y a un paramètre beaucoup plus important qui est celui de la durée de vie en bonne santé. Et on se rend compte qu'elle est très brève, hein. C'est-à-dire qu'à partir de 63-64 ans, on peut être singulièrement handicapé. Et là, la question qui n'est jamais posée, c'est et on va arriver au cœur du sujet de l'émission, dans quelle mesure le scandale de la surmédicalisation, je l'ai dit, du sujet âgé, ne contribue pas, au contraire, à une immense souffrance et à finalement même un raccourcissement de l'espérance de vie des gens. On va y aller, je vous le confirme. On va y aller. Mais quand même, pensons aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder et qui se disent « Ouh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'arrête complètement de prendre des médicaments? C'est trop dangereux, les médicaments ?» Comme le dit M. Girard, c'est l'évaluation bénéfice-risque. Un médicament qui est bénéfique pour un patient, où le bénéfice sera supérieur au risque qu'on lui fait courir parce qu'il a une maladie qui relève de ce traitement, pour un autre patient, ça ne sera pas le cas. Entendu. Et le risque, voilà, ouais. C'est le problème de l'unicité. Le marché pharmaceutique en 2009, c'est 27 milliards d'euros. Oui. Et sans bénéfice? Non, il y a des bénéfices, mais il y a des risques aussi, puisqu'on évalue, et c'est sous-évalué, puisqu'on sait bien que c'est sous-déclaré, à 18 000 décès par an qui seraient dus aux effets des médicaments. On a un chiffre, là, vous demandiez des chiffres. Oui. Mais quand vous dites qu'est-ce qui est dangereux, ça peut être dangereux pour un patient déterminé, ça peut être dangereux pour un groupe de patients, parce que là, on va avoir des effets secondaires qui sont nettement supérieurs.
Exemple Mediator, par exemple. Peut-être Mediator, dans certains cas, a été bénéfique, mais globalement, il a été désastreux. Donc voilà. Et puis vous avez aussi dangereux avec des effets indirects, qui sont des effets de écotoxicité, c'est-à-dire de la toxicité qui va se répandre dans le paysage, dans l'eau, les résidus de médicaments dans l'eau. Les médicaments sont dangereux de toute façon. On l'évoque pour les antibiotiques régulièrement. Mais pas seulement. Le paracétamol que Madame évoquait tout à l'heure, il y a d'énormes quantités de paracétamol. Des psychotropes dans l'eau du robinet. Et d'hormones, des femmes qui font des hormones de l'âge de 15 ans à 70 ans aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, docteur Delépine, c'est passionnant. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, attention au cocktail. Il se trouve que la dernière étude qui nous a donné le frisson, elle est anglo-saxonne. Elle affirme que 70 médicaments parmi les plus courants prescrits aux personnes âgées, notamment diurétiques, anti-asthmatiques, sirocontrolates, des traitements du glaucome, des fuites urinaires, vraiment des médicaments qu'on prescrit fréquemment. 70 sont dangereux, voire mortels. Voilà ce que dit exactement cette étude, puisque tous contiennent une substance qui attaque le système nerveux. C'est une enquête de Sarah Sisman et de Mathieu Despiau. Perte de mémoire, perte d'équilibre, raisonnement altéré, propos incohérents. Pour les personnes âgées, ces symptômes ne sont pas seulement dus au temps qui passe. Selon une étude anglo-américaine, des médicaments seraient à l'origine de ces troubles cognitifs et pourraient même augmenter la mortalité des personnes âgées. Antidépresseurs, diurétiques, antitussifs ou encore médicaments contre l'incontinence urinaire, 70 molécules sont aujourd'hui dans le collimateur. Leur particularité, leur effet anticholinergique. Ce sont des produits qui entravent le fonctionnement de l'acétylcholine. L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui intervient dans le cerveau pour les processus d'apprentissage et de mémoire et qui intervient en périphérie sur les fonctions musculaires ainsi que les fonctions neurovégétatives. Donc quand on entrave le fonctionnement de l'acétylcholine, on a un certain nombre d'effets secondaires. Ce sont des produits qui sont fréquemment prescrits par les médecins et que l'on retrouve donc souvent sur les ordonnances. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut identifier les molécules avec un effet anticholinergique et essayer d'éviter l'accumulation de ces mêmes produits. Voilà, installez-vous, je vous en prie. Car les seniors, traités pour différents maux liés à la vieillesse, prennent souvent un cocktail de médicaments. Problème, c'est en combinant plusieurs substances que les effets secondaires sont les plus graves. Le médecin doit donc rester très vigilant sur ses ordonnances. Vous êtes sûr que vous en avez besoin de ce médicament-là? J'ai l'impression, je ne sais pas ce qui arriverait si je ne le prenais pas, c'est surtout ça. Mais ça serait peut-être intéressant d'essayer de l'arrêter. Mais peut-être pas pour les vacances. Mais si, justement, raison de plus. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur tous les médicaments. Évidemment, il est utile de soigner les patients, mais il faut constamment remettre en question le traitement et essayer de supprimer des ordonnances les médicaments qui n'ont plus d'utilité. Une équipe du CHU de Lyon avait déjà pointé le problème. En 2009, Isabelle Rouche mène une étude sur plusieurs centaines de patients atteints par la maladie d'Alzheimer. Le résultat est sans appel. Les malades recevant des traitements anticholinergiques voient leurs symptômes s'aggraver de manière très importante. En fait, c'est comme si leur maladie avait pris 2 ou 3 ans d'évolution à cause de ces traitements. Et de même, chez des personnes qui débutent une maladie d'Alzheimer mais qui n'ont pas encore de symptômes cliniques, le fait de prendre ces traitements va révéler ces symptômes cliniques. La maladie d'Alzheimer, elle peut se révéler aussi à cause de ces médicaments. Tout à fait, oui. Alors que ce sont des personnes qui auraient pu être, entre guillemets, tranquilles avec leurs symptômes pendant 2-3 ans de plus. Et ce qui est tout à fait important de savoir, c'est que ces traitements peuvent être remplacés par d'autres traitements qui ont un effet tout à fait équivalent et qui n'ont pas cet effet secondaire. Alors que faire de ces traitements, parfois nocifs, mais aussi utiles pour traiter des petites douleurs ou même certaines maladies? L'AFSAPS, prudente, réévalue actuellement une centaine de médicaments et entend retirer les produits inutiles et dangereux. Les anticholinergiques pourraient en faire partie. On les réexamine pour leurs bénéfices et leurs risques. Et s'il y a trop de risques par rapport aux bénéfices, on les retirera. Ça, c'est notre travail. Par contre, on peut aussi restreindre leur utilisation. Par exemple, dire à ne pas utiliser chez les personnes âgées, parce que ça peut entraîner un désordre cognitif.
En attendant, l'AFSAPS conseille de signaler à son médecin tout effet secondaire et surtout d'éviter l'automédication. C'est extraordinaire quand même ce que dit ce médecin à sa patiente. Est-ce que vous êtes sûr que vous en avez besoin? Il y a beaucoup de médecins qui font ça? Oui, c'est permanent. Oui. C'est permanent parce que les patients sont quand même extrêmement attachés à leurs médicaments et bon, ça dépend aussi de la durée de consultation qu'on peut consacrer aux patients. Et il y a beaucoup de patients qui disent non? Non. J'en ai pas besoin? Non, ils disent tous oui. Il faut arriver à les convaincre que c'est inutile et que c'est éventuellement toxique dans l'association donnée. C'est pas très facile. En plus, en général, ils réclament plutôt d'autres nouveaux médicaments, en particulier tous les médicaments qui ont eu droit à de la publicité à la télévision. Donc ça, faut faire, enfin, pas de la publicité directe, puisqu'en France, il n'y a pas de publicité directe, mais suite à des vues à la télé, dont on parle à la suite de congrès scientifiques, par exemple en cancérologie, c'est quand même tout à fait banal. Donc je crois que ça, faut faire très très attention à la publicité. Ou en général, on rapporte des choses justes. Dans une étude précise, on dit que ça augmente de, je sais pas, de 50% la durée de vie du cancer du pancréas, mais quand on passe d'1 mois et demi à 2 mois et demi, c'est pas forcément ce qu'attend ni la famille ni le patient. Donc je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur les rapports des congrès. Et puis, si je peux aller plus loin sur ce qui vient d'être dit, être vigilant sur le fait d'enlever des molécules connues avec des effets secondaires évidents. C'est peut-être quand même plus dangereux que de mettre de nouveaux médicaments à la place qui vont peut-être être encore éventuellement plus toxiques. Donc on est un petit peu prudent. Il vaut mieux garder les 70 médicaments dont on vient de parler en connaissant les effets cocktails dramatiques. Il ne faut pas faire de cocktail, il faut pas faire de cocktail. J'entends, mais vous préférez qu'on les garde plutôt qu'on fasse place nette pour en amener de nouveaux qu'on connaît pas moins bien? Il y a sûrement un grand danger à les enlever brutalement. Bon, il faudrait les analyser un par un, bien sûr, mais il y a sûrement un grand danger. C'est quand même des médicaments qui sont utiles dans un certain nombre de circonstances, bénéfices-risques, dont on va parler toute l'émission, j'imagine, parce que c'est quand même le problème de fond. Il faut faire très attention par ce quoi on veut remplacer, parce que le risque est d'abord que ça soit beaucoup plus cher, évidemment, mais que ça soit éventuellement beaucoup plus toxique. En particulier pour la Sécu aussi. Hein. Oui aussi, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et puis surtout, ça n'apporte rien de plus. On voit bien avec les antidépresseurs, enfin, c'est pas ma spécialité, mais quand même, on est tous amenés à avoir beaucoup de gens, y compris en cancérologie, qui ont des antidépresseurs. En fait, les antidépresseurs de 2e, 3e génération sont tout aussi toxiques, il y a tout autant d'inconvénients qu'avec le bon vieux tofranil là qu'on veut nous supprimer. Ouais. J'en profite pour vous poser une question SMS qui tombe là. Que peut-on faire quand on a une maladie qui ne se traite qu'avec des médicaments dangereux? C'est une sacrée question, ça. C'est bénéfice-risque. On a déjà répondu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament qui soit dénué de risque. Toute la question, c'est quel bénéfice vous attendez. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des bénéfices, mais il y a aussi le bénéfice statistique, c'est-à-dire prenez par exemple les antihypertenseurs. Bon, quand on regarde les grosses études épidémiologiques, peut-être qu'il y a un certain bénéfice et qu'on réduit un certain nombre d'accidents cardiovasculaires, mais le paramètre pertinent, c'est ce qu'on appelle le nombre de patients à traiter. Par exemple, je cite de mémoire, je sens vérifier, mais par exemple, pour diminuer un infarctus du myocarde, on va traiter 100 ou 200 personnes. Alors, si vous voulez, ça renvoie quand même, effectivement, là encore, à un rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire, est-ce que pour un bénéfice statistiquement significatif, mais à l'échelle individuelle mineure, vous êtes prêt à prendre des médicaments qui immédiatement vont altérer votre qualité de vie. L'exemple le plus flagrant, c'est les anticholestérol. Hein. Le nombre de gens qui croient avoir des rhumatismes alors qu'ils sont simplement sous statine et que dès qu'on leur arrête les statines en l'espace de quelques jours, ils n'ont plus de rhumatisme. Donc tu es d'accord? C'est typique. En plus, ce qui est terrible avec le cholestérol, c'est qu'on traite le chiffre biologique. Voilà. On traite pas la maladie. On dit vous avez du cholestérol, donc vous allez faire ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Oui, mais rien ne prouve, et en tout cas peu d'études prouvent que ça va changer quelque chose à l'avenir cardiovasculaire de la personne. Vous êtes en train de me dire que finalement les médicaments ça rend malade? Alors, si vous voulez, quand même... Oui, c'est clair que les médicaments ça rend malade. Et parfois ça peut faire vieillir plus vite. Avec vos permissions, je voulais quand même revenir sur cette étude. On l'a vu. 18 000 par an. Cette étude du Figaro, elle est quand même... Bon, c'est quand même une étude anglo-saxonne publiée dans le Figaro. Mais comme par hasard, elle est très difficile à trouver. Maintenant, quand vous la trouvez, cette étude qui prend la défense des vieux, vous regardez à la fin les conflits d'intérêts des auteurs. Eh bien, ils travaillent pour Eisai, Lundbeck, Lilly, Pfizer, Novartis, Shire, etc.
comme par hasard, tous les laboratoires impliqués dans les fameux nouveaux anti-Alzheimer, là, je vous renvoie à la revue Prescrire, qui a fait une excellente revue de ces médicaments qui coûtent la peau des fesses, qui sont dangereux et qui servent à rien. Bon, donc, donc si vous voulez, cette étude-là, c'est un piège. Elle instrumentalise quelque chose qu'on sait très bien, Nicole et moi, on n'est pas nouveaux dans le métier, on savait ça quand on faisait nos études, c'est-à-dire que les sujets âgés sont fragiles et étaient déjà surmédicalisés, mais aujourd'hui l'enjeu, dans la lignée de l'affaire Mediator, dont j'ai toujours dit qu'elle était un piège, qu'elle était une manipulation, c'est de dire, on vous a entendu, attention, attention, on va retirer les mauvais médicaments, en réalité, on va retirer les médicaments anciens qui rapportent plus assez, pour lesquels on a un bon recul de pharmacovigilance, pour mettre à la place les nouveaux qui coûtent la peau des fesses et qu'on ne connaît pas. C'est un complot. Oh, ça, j'aime pas le C'est un coup monté. C'est une opération. Qu'est-ce que je vais trouver comme terme qui vous conviendra? C'est une mystification. Ça, je le dis, je l'ai écrit sur mon site depuis le début de l'affaire Mediator, et là, je pense là-dessus avoir une certaine antériorité. Dès le début, c'est en octobre-novembre de 2010, j'ai dit cette affaire est une mystification, et cet article du Figaro est l'une des concrétisations de ce que j'avais dit, c'est-à-dire on se moque des gens, c'est-à-dire on leur dit encore une fois, on instrumentalise un vrai problème pour donner de très mauvaises solutions. C'est quand même un vrai dysfonctionnement. Non, l'aspirine, elle a fait plus de morts en 35 ans, je peux vous dire. Mediator, c'est un piège à con. Bon, ça c'est fait. Non, mais ça c'est fait, on a le droit, maintenant on dit des gros mots. Tous les jours, même les hommes politiques en disent. Non mais, il n'y a pas de problème. Sentez-vous à l'aise. Aucun problème, c'est pas bien grave. Je veux revenir sur quelque chose que disait Madame Lépine et qui est extrêmement important par rapport aux médicaments, c'est qu'on soigne les symptômes et on ne traite pas pour autant la maladie ou le terrain, on va dire, ou le mode de vie. Peut-être qu'il y a de l'éducatif à faire. Mais pardonnez-moi, le patient, il est prêt à ça? Mais le patient demande qu'à être éduqué. Écoutez, non, n'en prenez pas, laissez tomber, attendez. Le sachant, c'est pas le patient, le sachant, c'est le médecin. S'il appartient au médecin de prendre 5 minutes, peut-être que ça vaut le coup quand même d'expliquer au patient que ce médicament-là n'est pas nécessaire et que les 20 médicaments qu'il a ne sont pas nécessaires. Je voudrais rappeler quelque chose, c'est l'effet canicule. Quand il y a eu la canicule, ce ne sont pas des bébés qui sont décédés et pourtant ils pouvaient risquer de la déshydratation. Ce sont des personnes âgées. Elles ne sont pas décédées de la déshydratation elle-même, mais c'est des effets de la déshydratation compliqués avec des traitements et une concentration de médicaments importante. Donc ils n'ont plus pu éliminer, ils ont eu les reins, le foie, tout qui s'est débloqué, ils ont eu des effets toxiques extrêmement élevés par concentration. Donc on le sait que les personnes âgées prennent trop de médicaments, sauf qu'on continue quand même, on le dénonce régulièrement, on l'a dénoncé régulièrement tous les 5 ans, on a quelque chose là-dessus. C'est très bien une enquête là, ça nous donne des chiffres, ça nous donne une idée, mais on le sait. Ça permet d'y voir un tout petit peu plus clair. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils ont pas inventé le cholestérol. Moi, on s'est déjà accroché à cette émission avec notamment Monsieur Even. Il y a quelque chose qui m'énerve, c'est la surmédicalisation. Les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments. Enfin, il y a un contre-exemple qui est bien clair, qui est celui des antibiotiques. Trouvez-moi des antibiotiques qui sont en vente libre. Or, nous sommes effectivement le pays qui consomme le plus d'antibiotiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médecins prescrivent. Et quand vous prenez l'actualité judiciaire récente, le Distilbène par exemple, ou l'hormone de croissance, quelles sont les caractéristiques de ces affaires-là? Eh bien, c'est des affaires où il y avait des médicaments, mais il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique. Parce que l'hormone de croissance, tout le monde sait que c'était Francipophis. Le Distilbène, c'est un produit qui n'avait pas été licencié, il n'y avait pas de licence dessus, il n'y avait pas de brevet. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est pas politiquement correct de le dire, c'est qu'on trouve encore des drames médicamenteux où il n'y a pas l'industrie pharmaceutique, mais par contre, l'invariant qu'on retrouve systématiquement, ce sont les médecins et les prescripteurs. Et moi, je dis à nos confrères, et tu seras d'accord avec moi, vous devriez quand même un petit peu balayer devant votre porte avant de dénoncer constamment les tares des autres, et notamment celle des patients. Moi, je crois que les patients, ils sont très raisonnables quand on leur dit, quand on leur explique, par exemple, que telle infection n'appelle pas des antibiotiques, je crois qu'ils l'entendent très bien. La pierre dans le jardin des médecins. Oui, mais... Seulement les labos, non, je pense... les médecins. Oui, non, les médecins, les patients, je pense que c'est une chaîne, comme toujours, quand quelque chose ne va pas, mais je pense qu'on va en sortir, on va changer de paradigme à un moment ou à un autre, parce que je pense que les gens commencent à se rendre compte qu'après 100 ans de multiplication des médicaments,
il n'y a peut-être pas une transformation si fantastique du pronostic des maladies, en particulier par exemple des cancers chez l'adulte en tout cas, et que peut-être effectivement il faut peut-être raisonner autrement, ouvrir autrement les recherches, ouvrir autrement aussi les traitements qu'on a droit de donner, parce qu'il y a quand même un vrai problème que, bon, c'est peut-être pas exactement le médicament, mais bon, à partir du moment où on nous impose des schémas thérapeutiques obligatoires, qu'on est obligé de rentrer dans ces systèmes-là, en particulier par la FSAPS, l'INCa, l'Agence française du cancer, etc., c'est un vrai problème, parce que du coup, les médecins sont quasiment obligés d'appliquer des schémas thérapeutiques imposés d'en haut. Combien c'est difficile de faire le ménage, hein. Donc c'est très très difficile. On a difficile. essayé l'inventaire, on va continuer. Hein. Oui, mais c'est vraiment très difficile. Mais je pense, pour répondre à ce que disait Marc, je pense que quand même les patients et même les médecins, heureusement, sont capables d'évoluer, de modifier. Moi, quand on discute avec des patients, on arrive toujours. Moi, je dis toujours qu'un patient accepte toujours ce que lui dit le médecin si le médecin est convaincu. Sauf exception, mais si le médecin est vraiment convaincu profondément qu'il ne faut pas faire telle chose et qu'il faut mieux faire telle autre. Un exemple avec le Mediator, moi j'ai des témoignages, dans l'enquête qu'on publie en septembre, on montre des témoignages de médecins qui savent pertinemment que le médicament qu'ils donnent est mauvais, c'est-à-dire inutile et dangereux avec des effets bons. Exemple, anti-Alzheimer. Bon. Mais finalement, les laboratoires pharmaceutiques, leur culture qui consiste à donner du médicament, etc., ils ne savent pas quoi faire avec les patients. Puis dans le pire des cas, ils répètent ce qu'ils disent dans la presse médicale qui est financée par les labos, c'est-à-dire, finalement, ça permet de mettre les malades dans le circuit médical. Bon, comme si on ne pouvait pas les mettre dans le circuit médical. Il faut des médicaments pour les malades d'Alzheimer reçoivent des médicaments qui aggravent leur état la plupart du temps, pour un bénéfice qui est nul. Et au passage, les médecins arrivent à se convaincre en lisant leur presse médicale, financée par les labos, que finalement c'est pas si mal, parce qu'on les met dans le circuit médical en leur donnant du médicament, et comme ça on peut les prendre en charge et s'en occuper. Comme si on ne pouvait pas le faire sans médicaments. Mais ces médicaments sont inefficaces ? Et ces médicaments sont non seulement inefficaces, on est tous d'accord aujourd'hui qu'au niveau consensus, c'est ça, avec des effets secondaires qui sont redoutables. Alors c'était des effets hépatiques pour le Cognex, pour la tacrine, donc qui a été retiré en 2004, et aujourd'hui on a des effets secondaires qui sont même cérébraux, qui non seulement continuent à poser des problèmes hépatiques, mais toutes sortes d'autres problèmes, y compris d'aggraver la situation cérébrale. Et là je ne parle même pas des interactions avec les neuroleptiques, etc., qu'on donne aux malades d'Alzheimer, et qui deviennent à ce moment-là des cocktails absolument détonnants et qui les détruisent mentalement. Pose la question subsidiaire et puis on ira écouter Xavier Bertrand qui a présenté sa réforme du médicament, qui présentera au Conseil des ministres le 1er août. Ils sont remboursés par la sécurité sociale, les 4 médicaments auxquels vous venez de faire allusion. C'est idiot comme question, je la pose quand même. S'ils sont inefficaces, c'est quoi la Sécu ? Bien sûr. Oui. 4 millions d'euros par an à la Sécu, c'est un remboursement scandaleux. Juste quand même, il faut aussi dire non seulement l'Alzheimer pas amélioré, mais il y a des milliers de personnes âgées qui sont cataloguées comme Alzheimer, alors qu'elles ne le sont pas plus que vous et moi. Et quand on commence à réduire tous les neuroleptiques, les machins qu'elles prennent, eh bien on se rend compte qu'ils vont parfaitement bien. Donc il y a aussi un... Ah oui, ça c'est connu, comme le loup blanc. Et donc si vous voulez, il y a des Alzheimer, j'allais dire, induits par un excès de médicalisation. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, nous savons parfaitement, et nous le savons depuis longtemps, qu'il y a une surmédicalisation des sujets âgés, et c'est pas en retirant ceux des médicaments qu'on connaît les mieux qu'on va résoudre le problème. En ce qui concerne les thérapies dont nous sommes en train de parler, ça s'appelle prendre les personnes âgées pour des cobayes. Ouais, oui. Mais pas seulement les personnes âgées. Tout le monde est surmédicalisé. Tout le monde est surmédicalisé. Enfin, et particulièrement ce que disait Marc tout à l'heure sur la prévention. Je pense que le risque de la prévention... de faire le ménage. Je ne parle pas évidemment d'ordre sur ce plateau qui est excellente. Mais dans le monde du médicament, ça ne va pas être commode. On a des médicaments allons écouter Xavier Bertrand. Je vous redonne la parole tout de suite après avec plaisir. Donc le 1er août prochain, Xavier Bertrand, qui est le ministre de la Santé, vous le savez, présentera donc en Conseil des ministres sa réforme du médicament. Il y a 2 mots-clés. En finir avec le conflit d'intérêts, dont on a beaucoup parlé, notamment dans l'affaire du Mediator, et faire le ménage précisément, parce que, dit-il, il y a trop de médicaments sur le marché. Xavier Bertrand, donc interrogé par Stéphanie Gillon et Mathieu Despiau. Quand un médicament sera mis sur le marché, un nouveau médicament, pour qu'il soit remboursé, il faudra tout simplement qu'il apporte un bénéfice supérieur à ce qui existe sur le marché. Aujourd'hui, si un médicament est mieux que rien, on le prend. Non, il faudra qu'il procure un avantage par rapport à ce qui existe. D'autre part, il ne faudra pas hésiter un seul instant à retirer un médicament si on s'aperçoit qu'il y a des effets indésirables importants.
Il y a en France à mes yeux. Et nous consommons trop de médicaments en France. On est vice-champion du monde de la consommation de médicaments. Je pense que ce n'est pas une fatalité. Je ne suis pas sûr que ça s'explique totalement. Et je crois qu'on peut changer ça aussi. Comment ? Tout simplement en passant aujourd'hui au peigne fin, en revue, les médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché. Est-ce que tous aujourd'hui valent vraiment la peine d'être sur le marché? Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Est-ce qu'on les paye? Est-ce qu'on les rembourse à leur juste prix? Le bénéfice-risque est déterminé de façon scientifique, de façon médicale. Mais même quand vous faites beaucoup d'études pendant un certain temps, toutes les études du monde ne vaudront jamais qu'un médicament, quand il est sur le marché, est pris par des dizaines, des centaines, parfois même des millions de patients. Et c'est là où on doit faire très attention à ce que les effets indésirables qui n'auraient pas été détectés doivent aussitôt être examinés, doivent aussitôt être réévalués. Si le rôle de la visite médicale, c'était de l'information, ça se regarde. Si le rôle de la visite médicale, c'est de la promotion, je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord parce que le médicament n'est pas un produit comme les autres, ce n'est pas un produit commercial. C'est un produit qui est lié à la santé. Donc dans un premier temps, j'interdis la visite médicale individuelle à l'hôpital. Ça va se faire dans un cercle collectif, ce sera plus clair. Et pour le reste, on va complètement revoir les modalités. Je veux savoir exactement comment sont formés les visiteurs médicaux. Qu'est-ce que les firmes leur disent? Qu'est-ce qu'elles leur apprennent? Qu'est-ce qu'elles leur demandent? Et aussi tous les documents qui sont transmis par les visiteurs médicaux et les informations communiquées aux médecins. Je veux savoir avant comment les choses se passent et avec des contrôles. Après le scandale du sang contaminé, les politiques à l'époque ont mis en place un système qui ont éloigné les décisions du politique. C'est-à-dire qu'on a transféré à des agences, à des experts, le soin d'évaluer, le soin de contrôler et le soin de décider. Et en définitive, le centre de décision s'est éloigné du politique. Moi, je veux rapprocher du politique. Parce que quand un politique vous dit « j'étais pas au courant », personne ne le croit. Et pourtant, c'est la vérité. Quand un politique vous dit « j'étais pas au courant », personne ne trouve ça normal. Et je comprends la réaction. Et donc, moi, ce que j'ai indiqué, c'est qu'il y aurait maintenant, toutes les semaines, une réunion avec le ministère, un représentant du ministre, le ministère et les différentes agences pour faire le point sur les dossiers en cours sur la sécurité sanitaire, qu'au moins une fois par trimestre, cette réunion serait présidée par le ministre en personne, lui-même, pas représenté, c'est lui qui sera là. Et à cette occasion sera étudiée notamment la liste des médicaments sous surveillance. Comme ça, plus personne ne pourra dire « mais ah non, j'étais pas au courant, je ne le savais pas, j'avais beaucoup de travail ». Non. Nicole de Lépine, ça va dans le bon sens ou pas? Oula. Ça va pas dans le mauvais sens. Ouais. Je pense que ça va pas dans le mauvais sens. Je pense pas que ça soit suffisant pour. Je pense qu'il faut carrément changer le système de référence. Là, si on continue le même système. Faut changer de logiciel, vous voulez dire? Oui, parce que là, si on continue le même système, même avec la meilleure volonté du monde, même avec la meilleure honnêteté de tous les gens qui vont participer à ces multiples réunions, ça ne résoudra pas les problèmes. J'entends quand même l'idée que les experts qui vont être amenés à juger du maintien ou de la mise d'un médicament sur le marché ne seront plus aussi payés par les labos. Fameux conflit d'intérêts qui seraient payés directement. Ça se fait dans les autres pays, non, Marc Gérard? Oui, alors, bon, tout à l'heure, je vous ai fait sursauter parce que j'étais mal poli. Disons que. Non, vous m'avez pas fait sursauter. Disons que c'est une femme pour enfants de 5 ans. Bon, je vais vous en prendre deux exemples. Les conflits d'intérêts, La réglementation sur les conflits d'intérêts des experts de l'agence, elle date du milieu des années 90. Donc, moi, j'adore tous les gens qui disent. Et alors, je ne parle pas des dispositions pénales qui existent depuis perpète sur la prise illégale d'intérêt. Donc, le vrai problème, c'est pas on va réglementer, c'est pourquoi la réglementation ne marche pas. Deuxièmement, la visite médicale. Alors, ça, j'adore. Je ne veux pas me faire de la pub, mais je renvoie quand même à mon bouquin qui est antérieur, où je signale sur des pages 109, je ne sais plus, que le premier désir de l'industrie pharmaceutique, c'est de licencier ses équipes de visiteurs médicaux. Donc, les propos de M. Bertrand, ça consiste simplement à alléger pour le patronat le poids du licenciement. Pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique n'a plus besoin de visiteurs médicaux? Eh bien, parce qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup mieux. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, remarquez bien, vous qui avez de l'oreille pour les gros mots, on n'entend plus la voix. Ça vous a frappé, ça, hein? On n'entend plus la voix promotionnelle des fabricants.
Qui fait la promotion des médicaments? Les autorités sanitaires. Le vaccin H1N1, qui a fait la promotion? Madame Bachelot. On a les CAPI, c'est-à-dire les primes qui sont données aux praticiens. Et que vous disiez CAPI, faut prescrire des statines, qui sont vraiment le grand scandale. Je vous renvoie aux travaux de mon ami Delors Juril. Faut prescrire des mammographies, qui est le scandale, l'escroquerie, etc. Donc, si vous voulez, on arrive à un état de fait qui, d'abord, dépasse totalement la médecine et pourrait être appliqué à bien d'autres choses, c'est-à-dire la privatisation de l'État au service des lobbies. Et aujourd'hui, les plus grands visiteurs médicaux, ce sont le ministre de la Santé, ce sont les représentants de l'administration sanitaire. Il n'y a plus besoin de visiteurs médicaux. C'est ce que vous venez de dire. On est en train de dire qu'on veut séparer mais je souligne, je m'intéresse. On vient de dire, le ministre vient de dire, on veut séparer le monde qui juge le médicament pour la meilleure santé, pour le bénéfice du patient, des laboratoires, et vous me dites c'est l'inverse, on privatise l'État. Tout à fait. Et alors, vous êtes d'accord avec ça? Je pense pas que ça soit complètement faux. En tout cas, ce qui est clair. C'est lui qui le dit, apparemment. C'est mieux, mais. Oui. Mais bon, peut-être je n'ai pas ces compétences, mais en tout cas. On privatise la recherche aussi médicamenteuse, complètement. C'est-à-dire que même à l'INSERM, les chercheurs qui restent indépendants, ou au CNRS, etc., notamment pour l'évaluation toxicologique, aujourd'hui, ils vont travailler pour les laboratoires pharmaceutiques. Ils vont travailler pour le génie génétique et l'exploitation par les laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'on ne cherche surtout pas les causes, on cherche les traitements qui vont rapporter de l'argent. Pour les malades d'Alzheimer, pour les malades de Parkinson, etc., les causes sont aujourd'hui très connues, bien solidement documentées. On le montre dans l'enquête. Mais ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une marchandisation effrénée de ces maladies. Le train Alzheimer, exemple, le train Alzheimer, vous montez dedans, c'est le train de la marchandisation. Il n'y a rien sur les causes. Pourtant, on les connaît, elles sont documentées. Pourquoi? Récemment, le président de la République a reçu à l'Élysée les grands pontes de la neurologie française. Bon, il y avait là ses principaux conseillers, etc. Pas une seule fois le mot prévention a été prononcé. Ils mettent en relation les chercheurs et les labos. Pas une seule fois le mot prévention. La même chose sur le cancer pendant des années. Alors sur le cancer, si vous voulez, sur le cancer, c'est le vrai problème, et ça rejoint évidemment ce que dit Marc quand même, parce que à partir du moment où on nous impose des traitements par le biais des essais thérapeutiques, par le biais du plan cancer, par le biais des recommandations qui nous imposent de rentrer les patients dans ces essais, ou en tout cas d'accepter. Moi, j'ai eu un contrôle de l'Agence régionale de santé la semaine dernière, et les cases à remplir, c'est est-ce que les traitements que vous donnez sont effectivement donnés selon les recommandations imposées par l'HAS? Ah, pas du tout. À aucun moment. C'est pas on vous le demande problème. si le bénéfice pour vos patients non, est c'est pas le problème. C'est est-ce que vous appliquez les recommandations imposées par la Haute Autorité de Santé, l'HAS, et par le plan cancer. Et c'est absolument dramatique parce que ça enferme, j'allais dire la recherche, ce serait bien un grand mot, tout progrès pour le cancer, puisqu'il n'y a plus aucune liberté thérapeutique. Et moi, ce que je dis à chaque fois que j'ai l'occasion, et je vous en remercie de me la donner aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, c'est inverser le système de ce que je disais tout à l'heure, c'est que les médecins ont une liberté de prescription. Moi, j'ai des patients, à Garches, que je traite depuis, des patients, on traite depuis 30 ans, c'était pas à Garches avant, c'était à Vicenne, mais ça revient au même, ou Robert Debré, qui ont des cancers de l'os qui sont curables par des protocoles thérapeutiques démontrés efficaces à 90%, et qui sont actuellement entrés dans des essais thérapeutiques parce qu'il faut rentrer les patients dans les essais thérapeutiques. Et c'est à moi qu'on reproche de ne pas les rentrer dans les essais thérapeutiques, et c'est pas à ceux qui leur donnent 3 ou 4 chances sur 10 de moins de guérir qui ont tort. Donc vraiment, l'espace de liberté pour les médecins, j'insiste là-dessus, c'est capital. Sinon, on est complètement bloqué, il n'y a plus aucun progrès. C'est pour ça que je dis que c'est même pas un problème de médicaments, c'est un problème de choix. Pardonnez-moi de souligner le paradoxe. D'un côté, on dit qu'il y a des médecins qui surprescrivent. Oui. Parce que les patients en veulent, parce que les médecins ont envie de prescrire, très bien. Et de l'autre côté, il y a des médecins plus spécialisés qui n'ont pas le droit de aucune liberté thérapeutique. Aucune liberté thérapeutique, moi, ça veut dire, Claude Rambaud, pour parler clair, qu'on est en train de faire la politique de médicaments pour les laboratoires et jamais pour les patients, jamais? Écoutez, on a dit que ça serait le patient qui serait mis en avant. En tout cas, dans le discours, on dit bien que c'est le bénéfice pour le patient et que le doute devra profiter au patient. C'est ce qu'on dit qui est mis en avant. Mais dans le reportage, il y a une question, le ministre dit il faut savoir comment sont formés les visiteurs médicaux. Mais je lui répondrai volontiers, comment sont formés les médecins sur le médicament? C'est une vraie question. Voilà. Et comment sont formés les médecins sur la santé publique, c'est-à-dire les modes de vie, ce qui va déclencher la maladie. On ne travaille pas en amont, on continue de travailler sur... Comment ils sont formés les médecins? Ils font médecine une fois qu'ils sont sortis?
Oui, ils parlent de visiteurs médicaux. Du médicament, c'est devenu. Mais ils sont sortis, donc les visiteurs médicaux pour leur apprendre. Normalement, ils doivent avoir de l'enseignement. La formation continue des médecins est assurée par les labos. Oui, via les visiteurs en gros, c'est médicaux. ça. Voilà. Mais ça ne changera pas grand-chose. On parle du médecin qui va être en ville chez lui. Je ne parle pas des médecins hospitaliers, qui est encore un autre exercice. Mais la plus grande majorité des médecins qui travaillent, on dit en ville, sont formés par les visiteurs médicaux. Voilà. Donc effectivement, ils vont prescrire du médicament. Tout ce qu'on entend ce soir, qu'on a par moments d'ailleurs déjà entendu, notamment dans votre bouche, Marc Girard, vous avez l'occasion de le dire, Xavier Bertrand, vous l'avez vu, Xavier Bertrand ? Non, les politiques... demandez-vous par exemple pourquoi, alors que j'ai pris un certain nombre de positions qui ont été largement validées par l'expérience, je ne suis pas fréquemment invité par les commissions d'enquête. D'ailleurs, il y a un bandeau sur la couverture de mon livre, ce que les commissions d'enquête ne vous diront jamais, comme je dis. Bon, mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai une éthique expertale qui consiste à ne parler que de ce que je connais. Mais en même temps, j'essaye de faire un effort d'abstraction, c'est-à-dire de définir en quelque sorte de repérer des invariants qu'on retrouverait en fait dans tous les autres scandales. Et par exemple, une réglementation qui est profuse, qui n'est jamais respectée, qui est constamment violée. Pensez à l'accident nucléaire. On parlait tout à l'heure de l'autorité de l'État dévoyée au service des lobbies. Pensez quel est actuellement le plus grand VRP de l'industrie nucléaire. Ce sont les politiques. Et tout à l'heure, Nicole disait, on est interrogé non pas sur nos résultats thérapeutiques, mais sur notre application de la règle. Allez dans l'éducation nationale, allez interroger les instituteurs qui ont des super résultats quand ils appliquent la méthode syllabique, etc. Quand ils ont une inspection, on leur dit pas est-ce que vos enfants savent lire par rapport à d'autres classes où on a 20 ou 30% de gens qui arrivent en 6e qui savent pas lire. On leur dit est-ce que vous avez appliqué la méthode. Donc si vous voulez, je crois qu'aussi il faut... Vous êtes un dangereux révolutionnaire, vous voulez faire sauter le système. Il y a des gens qui disent ça. Oui, j'en doute pas. Mais comme je disais tout à l'heure hors micro, je discutais récemment avec un membre de l'Académie de pharmacie qui me disait tu gagnes à être connu, tu es quand même vachement gentil. Comment allez-y. Oui, non, par rapport à la question posée, est-ce que les politiques entendent de temps en temps? Oui, moi je peux dire quand même qu'ils ont entendu, puisque notre service a été créé à Garches, a été créé pour qu'il y ait un espace de liberté thérapeutique en 2004 par M. Douste-Blazy. Donc il faut reconnaître ce qui est, sauf que effectivement on est quand même très marginalisé, très minoritaire, et que on attendait quand même clairement que je parte pour que ce service disparaisse, ce qui n'est pas le cas. On nous a quand même autorisé à rester. J'ai quand même un successeur qui s'appelle Dr Laurent Schwartz, qui théoriquement pourra prolonger au-delà de mon départ un jour quand même. Oui. Mais en pratique, c'est pour ça que je disais, il faut quand même, il faut sortir de là. Vous ne pouvez pas continuer à ce que les cancérologues, comme vous disiez, comment ils sont fermés. Effectivement, les jeunes cancérologues formés, ils sont formés et fermés parce qu'en fait, ils ont des protocoles qu'ils doivent appliquer. Et vraiment, c'est capital, parce que c'est pas le problème de médicaments isolément ne va rien résoudre. Là, on a une crise, il y a les scandales apparaissent, je pense, parce qu'effectivement, quand il y a une crise sociale générale, etc., c'est à ce moment-là qu'il y a les changements de paradigme qui arrivent, et qu'effectivement, la révolution, qui peut être tout à fait pacifique, et on va l'espérer, va arriver en cancérologie et peut-être dans le reste de la médecine, parce on est à un moment où c'est plus possible de continuer de faire ce qu'on faisait depuis 100 ans, de rajouter à chaque fois qu'il y a un cancer qui ne guérit pas, de rajouter une molécule plus toxique qu'une autre, avec on parlait tout à l'heure des cerveaux, mais des anticorps monoclonaux dont on parle tout le temps à la télévision, qui sont ces maladies, ces drogues qui sont merveilleuses a priori, qui ciblent, on nous dit c'est bien, ça va cibler un récepteur, c'est vrai qu'on a tous aimé y croire, et puis on s'aperçoit que 5 ans, 10 ans après, il y a un certain nombre de patients qui font des dégénérescences de leur cerveau, qui deviennent des... 5 millions de Français sont des consommateurs réguliers de psychotropes, c'est quand même le record du monde. Voilà, donc, mais le problème, je crois, c'est vraiment de se dire, moi je ne dis pas que M. Xavier Bertrand n'a pas fait un effort, etc., mais je pense que ça ne va rien changer si on ne va pas beaucoup plus loin, parce que si ce n'est révolution, il faut une évolution qui change le système de référence, sinon on n'en sort pas. Alors prenons un exemple. C'est pour ça qu'à Garches, on essaye de faire ça. Prenons un exemple concret. Par exemple, des malades de Parkinson, atteints de Parkinson, qui sont soignés avec un médicament qui s'appelle le Rékip, que vous connaissez tous bien évidemment ici. Ils se plaignent, et ça fait, pour être franc, des années qu'un certain nombre d'entre eux disaient il y a un problème. Quand je dis des années, c'est peut-être plus. On est devenu addict, on est devenu accro, on a des comportements un peu étranges. Il y a des accros au sexe, il y a des accros au jeu, c'est assez spectaculaire. Personne ne les a crus pendant des années, on a pensé qu'ils avaient le diable au corps. En vérité, ils avaient juste pris le mauvais médicament. C'est un reportage de Laurent Hirsch et d'Yvan Vastio. Tout à fait. 1, 2... C'est presque un rituel.
Un passage obligé pour bien débuter la journée. Et 5. Voilà, c'est parti. Depuis 16 ans, Marie-Renée Falcher doit prendre des comprimés de Rékip, un médicament neuroleptique qui l'aide à combattre la maladie de Parkinson. Oh, écoute, là, je suis un petit peu coincée, là. Là, j'ai des mouvements très très maladroits. Dès le début du traitement, en 1995, ses tremblements diminuent. Le médicament produit ses effets. Problème, à la même époque, Marie-Renée Falcher se découvre pratiquement du jour au lendemain une nouvelle obsession. J'ai tout d'un coup été prise d'une frénésie de jeu. Mais de jeu immédiat, pas de loto qu'on attend 8 jours. Hein. Non, pas des trucs qu'on attend 8 jours, le truc, le grattage, le rapido, le casino. Pendant 4 ans, tous ces après-midi, toutes ces économies y passent. Les 2 comptes épargne du couple sont vidés, à l'insu de son mari et de ses 2 enfants. J'ai failli lâcher prise, je te dis maintenant. Partir définitivement. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Seulement, c'était pas possible à gérer. Ouais. Quand il a vu des... On a trouvé une solution. Hein. Et quand je me suis aperçu que d'après les relevés bancaires, qu'il y avait des retraits d'argent astronomiques. Et vous avez songé à divorcer? Non, pire que ça, mais. Ah bon, d'accord. C'est bon. Dans cette période noire, le couple a su ne pas se noyer. Ni carte bleue, ni voiture. Des mesures radicales pour empêcher Marie-Renée de replonger. Pourtant, le démon du jeu est toujours là. Tu as dit tout à l'heure, si on te lâchait, la première chose que tu fais, crac. Ah oui, ça pour crac. Ouais. Après des années à culpabiliser, son neurologue lui a appris que le Rékip était peut-être à l'origine de cette addiction au jeu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement alternatif. Ou je le prends pas et je suis mal, ou je le prends et je suis mal. Alors que faire? Que faire? Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Georges-Alexandre Imbert préside l'association d'aide aux victimes des accidents dus aux médicaments. Actuellement, il est assailli de demandes d'informations. Là, c'est des dossiers qui viennent d'arriver au courrier. Donc, c'est des personnes qui nous autorisent à transmettre leurs dossiers à des cabinets d'avocats de manière à les défendre devant les tribunaux. Disons qu'actuellement, oui, c'est vraiment le médiateur qui occupe une partie de notre activité parce que la médiatisation a été très importante. Donc finalement, ça a écrasé un petit peu les autres sujets. Mais nous recevons également de très nombreuses réclamations concernant le Rékip, le Champix, enfin différents médicaments qui, eux, ne sont pas retirés du marché. Addiction au jeu, mais aussi au sexe. Les témoignages de victimes du Rékip se multiplient. Une centaine de cas ont été recensés en France. Il y a une levée d'inhibition qui permet de lever les interdits. Voilà. Donc on va par exemple vous interdire de rouler au-delà de 110 km/h sur une route. Eh bien, si on a pris un produit psychotrope comme le Rékip ou comme des tranquillisants ou des somnifères, eh bien, la levée d'inhibition, on n'a plus peur du gendarme, on n'a plus peur, et on va commettre des excès de vitesse. C'est exactement la même chose pour le jeu ou pour des abus sexuels. Il y a un interdit qui est levé, c'est la levée d'inhibition que procurent ces produits. Face à ces effets indésirables désastreux, certains ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Pour la première fois, en mars dernier, un malade a gagné son procès. Mais le laboratoire a décidé de faire appel. Qu'est-ce qu'on fait sur le Rékip? On interdit le Rékip? Ça, c'est vraiment l'illustration typique de ce qu'on disait en introduction. C'est-à-dire que le Rékip, dans le Parkinson, elle explique bien cette dame. Elle dit, si je le prends pas, je suis mal. Et si bon. Donc on est quand même dans un rapport bénéfice-risque et après on choisit. Mais quelle est la grande indication de Rékip qui est visée aujourd'hui par le fabricant? C'est pas le Parkinson, il n'y a pas tant que ça de Parkinson. Ce sont les jambes lourdes, ce qu'ils appellent le syndrome des jambes sans repos. Donc qu'est-ce
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, sous les applaudissements des mutuelles, de la revue Prescrit, etc., on a retiré les vénotoniques, qui étaient une bête noire de tous les progressistes du médicament, qui coûtaient pas cher et qui n'étaient pas très toxiques, en disant ces médicaments ne sont pas efficaces. C'est exactement le discours de Bertrand. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître un truc qui s'appelait le syndrome des jambes sans repos. Quand on regarde bien, le syndrome des jambes sans repos, c'est tout simplement ce qu'on appelait autrefois les jambes lourdes, l'indication typique des vénotoniques. Donc en fait, le projet, et ça fait des années que je suis un peu tout seul à le dénoncer, c'est de faire une substitution du marché des vénotoniques vers leur équipe. Alors heureusement, dans l'entretemps, il y a quand même une providence, c'est qu'on s'est rendu compte que l'équipe, c'était effectivement, bon, pour avoir des jambes lourdes, on va se retrouver à swinner au casino, on va se retrouver à sauter sur la voisine. Ça me fait rigoler, mais ça me fait vachement rigoler, mais ça veut dire quand même qu'il y a une justice, quelque part une justice providentielle, et que... Non, parce que heureusement, je pense quand même que le super plan de Glaxo de mettre ce médicament dans l'indication des jambes lourdes, ça, s'ils réussissent, c'est quand même que véritablement ils auront fait fort. Mais ils ont essayé. Claude Rambaud, il faut retirer leur équipe? Ça, c'est aux scientifiques. Le risque est trop important. Il faut sans doute refaire des études, je ne sais pas. On va avoir aujourd'hui, il peut y avoir des études post-AMM pour remettre, ou il faut le retirer carrément. Moi, je ne suis pas une scientifique, je ne peux pas dire si sur leur équipe il faut le retirer. Vous voyez ce qui se passe dans la famille de... Oui, bien sûr. Mais ce que dit monsieur, c'est que c'est un dévoiement. On va l'utiliser à autre chose, qui est quelque chose d'assez bénin. C'est comme le Mediator, on l'a pris pour l'amaigrissement. Voilà. Donc ça va faire émerger, quand on va être dans des grandes séries de patients, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on va avoir des centaines de milliers de patients qui vont le prendre, là on va avoir des effets. Parce que je pense que sur leur équipe, tout le monde ne tombe pas addict au jeu, au sexe ou à autre chose. Comment on évalue? Je voudrais quand même qu'on se repose cette question. On passe l'émission, on va essayer de la poser, mais on va la poser pour finir sous une nouvelle forme. L'AFSAPS, l'ancienne agence du médicament, qui deviendra l'agence de sécurité du médicament après l'adoption de la réforme Bertrand, vient d'embaucher un polytechnicien apparemment très doué, qui a créé un logiciel qui note les médicaments, qui rentre un certain nombre de critères. Mediator aurait eu 1100 points, pratiquement au plus haut. Le plus haut, c'est 1600. 1450, le plus haut. Très bien, sous votre contrôle, 1450. Le Doliprane, 210. Sous la barre des 600, on est sorti du marché. Ça peut Mediator était à 1100. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre le marché du médicament en algorithme? Non. Alors là, à condition que l'évaluation en amont ait été faite par des experts objectifs, donc indépendants de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que tant que l'agence ne disposera pas d'un technicien qui était dans l'aéronautique, me semble-t-il, avant. Donc a priori. Oui, mais on voit les experts parfois effectivement passer d'une branche, d'un secteur à l'autre, c'est tout à fait étonnant. Surtout pour les experts les plus influents. Mais tant qu'on n'aura pas une évaluation faite par des experts qui risquent des sanctions graves, parce que ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'un expert aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque quand il est pris en conflit d'intérêts? Rien du tout. Là, ce qu'on brandit actuellement, Xavier Bertrand, c'est la perspective d'appliquer éventuellement un principe de sanction, non pas de précaution, mais de sanction. Et cette sanction, ça serait de lui retirer la possibilité ensuite de participer à des expertises. Bon, c'est de la rigolade. Mais je vous repose la question. Est-ce qu'on peut dire oui ou non, feu vert ou feu rouge à un médicament parce qu'il aura fait 601 ou 1200 et 300? C'est pas un problème d'algorithme. En réalité, il y a des règles de recherche clinique qui normalement devraient bien... On veut y voir clair. Normalement, les règles de la recherche clinique, les essais cliniques, etc., quand ils sont bien faits, devraient quand même permettre de bien dégager les médicaments qui ont un certain rapport au risque-bénéfice. Le problème, c'est que tout ce qu'on appelle la phase de développement, c'est-à-dire avant l'autorisation de mise au marché, ça coûte vachement cher et on n'est jamais sûr qu'on va avoir l'AMM. Donc la tendance actuelle, c'est de dire laissons tomber les essais cliniques, mettons-le sur... C'est exactement ce que dit Bertrand, et puis on verra bien quand ce sera sur le marché. Voilà là encore où est le piège à, comment vous dites déjà, ce sous-développé intellectuel. Bon, c'est-à-dire que cette espèce de survalorisation de la pharmacovigilance, c'est encore un piège. Le seul moment où on peut effectivement estimer et tester un médicament, c'est avant développement. Et après la pharmacovigilance, c'est... dans la vie, donc j'ai du mal à envisager qu'il n'y ait que des pièges. Il doit bien y avoir la pharmacovigilance, on ne peut pas la réduire à un piège. La pharmacovigilance n'existe pas, on va dire, pour un certain nombre de symptômes ou de pathologies. Où elle est la pharmacovigilance, par exemple, qui va nous aider à comprendre le lien entre les malades d'Alzheimer? Je vous rappelle qu'on a 225 000 de plus par an. La montée, l'explosion des maladies psychiatriques et neurodégénératives ou neurologiques en général. On a un vrai raz-de-marée là. D'où ça vient? Pourquoi les médicaments ne sont jamais mis en cause alors qu'on sait
sait que depuis les années 50-60, on a une surmédicalisation absolue de la population, y compris dès le ventre maternel, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments à la mère enceinte aujourd'hui pour soigner le fœtus, pour empêcher par exemple qu'il ait des dents cariées plus tard. Enfin, on est dans un véritable délire, plutôt que de penser la cause, le sucre, etc. Bon, on a aujourd'hui un raz-de-marée de maladies émergentes ou pseudo-émergentes, hein, qui explosent. Bon, jamais le médicament est mis en perspective. Même la communauté des neurologues aujourd'hui disent, nous on connaît tout un tas de médicaments qui à plus ou moins long terme donnent des maladies. Hein, eh bien, on a du mal à se poser la question, quand on voit le patient qui arrive malade, on a du mal à se poser la question quel médicament il a pris. On est incapable de se la poser, même pour les mois ou les années antécédentes. Quant au médecin, il ne se pose jamais la question. On va passer aux questions SMS, si vous voulez bien. Ça va nous donner l'occasion de continuer cette discussion. Les questions SMS. C'est stupéfiant, alors le mot est approprié, hein, le nombre de scandales que semble receler cette industrie pharmaceutique. Leur dissimulation est-elle possible sans corruption? Qui veut répondre à cette question? Il est clair que leur dissimulation est une corruption, mais en même temps, il ne faut pas non plus toujours voir la faute des autres. Et je rebondis sur ce que disait Roger tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'il a décrit, ça s'appelle la médicalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher des réponses médicales à tout et à n'importe quoi. Et comme on était parti des sujets âgés, je rappelle aussi que la surmédicalisation des sujets âgés, c'est la faute à tout le monde, c'est-à-dire l'incapacité où sont les gens aujourd'hui d'affronter sereinement le problème du vieillissement et le problème de la mort. Donc c'est vrai que ces problèmes-là, on a suffisamment dit du mal de l'industrie pharmaceutique et des agences sanitaires, mais il faut aussi que chacun balaye devant sa porte et fasse l'inventaire de son intolérance à tous les malaises de la vie, à la maladie. Et il y a des maladies qui ne sont pas médicalisables, il faut vivre avec. Et surtout à la mort. Et là, je crois qu'aujourd'hui, les sujets âgés, nos parents, enfin les gens de la génération de nos parents, hein, font vraiment l'expérience d'une crise de civilisation, ce que Christopher Nash appelle la culture du narcissisme, c'est-à-dire on ne veut plus voir la mort, et plutôt que de voir nos parents, nos parents vieillir, eh ben on est toujours chez le médecin. Il y a des gens de mon âge dont la relation avec leurs parents se limite à discuter du matin au soir s'il a pris ses gouttes, s'il est allé voir l'infirmière, s'il a fait c'est vraiment un problème de société. Attendez, j'ai une autre question pour vous. Attendez. Allons-y, parce qu'il y a beaucoup de questions et pour le coup, j'aimerais qu'on y réponde. C'est la dose qui fait le poison, dit ce nouveau SMS. J'ai 71 ans et je prends 7 médicaments par jour. Nicole Delépine, à combien est-ce que c'est un poison? 7, 10, 15? De toute façon, s'il y a plus de 3-4 médicaments, c'est forcément une association toxique. Attendez, plus de 3-4 médicaments, c'est toxique? C'est toxique. Alors donc retournez voir votre médecin, ça vous dit que c'est de voir si on ne peut pas... Bon. Et on est dans la synergie, on n'est plus dans la dose. Oui, c'est ça. Vous parliez de changement de paradigme, là, le nouveau paradigme, c'est plus simplement de mesurer la dose. C'est pas la dose qui fait le poison, c'est les mélanges aussi du poison et à quel moment on le donne. On montre par exemple qu'un enfant, un enfant dans le ventre de la mère, au moment où son cerveau se développe, il y a des fenêtres de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y a des jours, parfois simplement quelques jours, quelques semaines, si vous donnez un mauvais produit, si la mère mange du mercure ou de l'aluminium, etc., dans son alimentation ou à travers des vaccins, etc., c'est exactement le moment où il faudrait se garder de le faire, c'est-à-dire le moment où le développement du cerveau là, va bifurquer et va rater son étape. Bon, ce qui prépare des maladies neurodégénératives plus tardives. Une nouvelle question pour Nicole Delépine cette fois. Combien de seniors maintiennent leur vie grâce aux médicaments? Est-ce qu'il ne faut pas vivre dangereusement ou périr? Moi, je crois qu'il faut vivre dangereusement déjà, c'est un choix personnel. Mais non, parce que il faut pas exagérer. Je pense pas du tout que la surmédicalisation des seniors leur permette de vivre plus longtemps. Je crois qu'il y a effectivement plein d'autres causes, l'alimentation, je sais pas moi, l'hygiène. Pas trop, mais enfin, quand même. Il y a les modes de vie, effectivement, qui sont en cause largement, et c'est pas je pense que la surmédicalisation de nos seniors, mais aussi des plus jeunes, risque à terme, à chaque fois que je vois des enquêtes sur la durée de vie et la prolongation de la vie, je me demande pour combien de temps. Parce qu'effectivement, il y a sûrement un certain nombre de gens qui vont décéder plus tôt, peut-être parmi notre génération en particulier, à cause de cette surmédicalisation, mais je voudrais quand même insister aussi sur l'enfant, hein, parce que on parlait des psychotropes, etc. On met de plus en plus... Et bon, ce que Marc disait est tout à fait capital. Je crois que c'est un problème de société aussi, effectivement, de renverser un petit peu ce qu'on a vécu depuis cette société de consommation qui est complètement la nôtre, là, les baby boomers, renverser que, effectivement,
tout ne doit pas être médicalisé. On a un deuil, on a une contrariété, on perd son emploi, etc. Il faut pas nécessairement... Vous vous souvenez quand on tapait dans le dos du nourrisson, le roux du nourrisson, on tapait un peu dans le dos pour qu'il fasse son roux après le biberon. Aujourd'hui, on donne des médicaments. Absolument, qui sont éventuellement mortels. On va reparler des personnes âgées maintenant. Mais on a entendu le message que vous envoyez, évidemment. Pour les enfants qui sont sur Ritaline. C'est pas que pour les personnes âgées. Non, les enfants agités. Enfin, moi, j'ai essayé de l'expliquer dans le bouquin. Bon, avant, les enfants, ils couraient dans les forêts, ils allaient se promener. Maintenant, ils sont agités, on leur donne la Ritaline, qui est une drogue. On les conditionne en plus à devenir des consommateurs de médicaments, y compris de drogue, au-delà de leur enfance. On revient aux personnes âgées. Claude Rambaud, peut-être pour vous. Comment connaître la liste des 70 médicaments dont on parlait tout à l'heure ? Oui, mais ça avance pas tellement de connaître les 70 médicaments, parce qu'il y en a qui vont être nécessaires. Où est-ce que je trouve la liste? Sur Internet. Vous tapez 70 médicaments, vous allez tomber dessus très rapidement. Allez sur Internet. 75 médicaments sous contrôle de l'AFSAP. Ça dépend des cas vous parlez. Est-ce que vous parlez des 77 qu'on a mis sous contrôle de l'AFSAP, 70 de l'étude américaine, ou les 70 de l'étude américaine? C'est pas les mêmes. Pas forcément. Pas forcément. Mais sur Internet, on tape 70 médicaments. Parce qu'en plus, nous, on a les 12 familles. On a les 77 et les 12 familles. C'est un peu. Mais on trouve tout ça sur Internet. Est-il exact que certains médicaments sont testés dans les maisons de retraite? Oui, forcément. Oui, par la force des choses. Bien sûr. Il y a des accords avec les directeurs de maisons de retraite. Souvent, même quand on regarde le comité de gestion, on s'aperçoit qu'il y a le pharmacien du coin, le médecin du coin, etc., qui gère la maison de retraite. D'ailleurs, c'est illégal. Et au passage, il peut y avoir effectivement des contrats, on l'a vu au cours de l'enquête, il y a des contrats qui permettent d'expérimenter sur les personnes âgées à leur insu. C'est totalement illégal. Question pas facile pour Marc Girard, parce qu'il va y répondre en 30 secondes. C'est ça qui va pas être facile. Quelle est l'efficacité réelle de l'AFSAPS? Comment procède-t-elle? C'est l'agence. L'autre jour, Even a dit s'il y avait le cyanure sur le marché, il mettrait 2 ans à le retirer. Je trouve qu'il est optimiste. D'accord, c'est assez clair. Je dirais. Vendre des médicaments qui rendent malade puis des médicaments qui soignent, c'est garder des deux côtés, non? Il faut pas vendre des médicaments qui rendent malades et donner ensuite des médicaments qui soignent. C'est difficile de ne pas vendre des médicaments qui, par ailleurs, rendent malades. Il faut quand même se garder de ça. Je pense qu'effectivement, c'est une question progressivement de formation des médecins qui eux-mêmes vont former leurs patients à limiter. Il n'est pas normal qu'à chaque fois qu'on a un effet secondaire un peu embêtant d'un médicament, on aille voir son médecin pour qu'il vous donne un médicament en plus pour traiter cet effet secondaire. Il faut peut-être mieux arrêter ce médicament, en trouver un si vraiment si un médicament vous provoque l'arthrose, arrêtez-le plutôt que d'aller chercher le médicament qui soigne l'arthrose qui a provoqué l'autre. Exactement. Très bien. Ou alors éventuellement les produits toxiques. Parce que ce qu'il faut voir, c'est des innombrables molécules aujourd'hui auxquelles on est soumis. Alors justement, c'est la question suivante. Je vous la laisse. On dit que 500 médicaments suffiraient pour traiter toutes les pathologies. C'est vrai? Alors, sans aucun doute, la pharmacologie est complètement encombrée, et encore une fois, il n'y a pas d'études sur la synergie de tout ça, ni sur la synergie médicaments, additifs alimentaires, colorants, émulsifiants, tout ce que vous voulez, pesticides, etc. Bon, tout ça, c'est des recherches qu'il faut mener. Or, c'est des recherches en prévention, c'est-à-dire que ça ne fera gagner de l'argent à personne, sauf à la Sécu, et nous, ça nous permettra de nous maintenir en bonne santé. Mais ça ne fera pas gagner de l'argent au labo. Même ça leur en ferait perdre, comme nous disaient certains responsables de labo, comptez pas sur nous pour faire de la prévention, on va pas quand même scier la branche sur laquelle on est assis. C'est pas à nous de faire ce boulot. Est-ce qu'on n'est pas encore, question suivante, en train d'allonger la liste déjà longue des médicaments retirés du marché ou déremboursés? Qu'on retire les médicaments du marché, moi j'ai aucune objection, à condition qu'on retire ceux qu'on doit retirer et pas les anciens. Oui, comme cette quel critère? Ah ben ça c'est c'est une spécialité, c'est un critère, c'est toutes les méthodes qui permettent d'évaluer, bon c'est pas des mathématiques, mais d'évaluer avec une certaine rigueur un certain risque, un certain bénéfice, de cerner au plus juste les populations à risque de faire des effets indésirables, sachant aussi que plus un médicament vous fait du bien, plus vous tolérez bien ces effets indésirables. C'est flagrant avec des anti-inflammatoires, quand vous avez une grosse pathologie rhumatismale, finalement vous supportez assez bien les anti-inflammatoires. Quand vous prenez des anti-inflammatoires parce que vous avez de l'arthrose, par exemple, ce qui n'est pas du tout une indication des anti-inflammatoires, eh ben vous percez votre estomac et vous claquez. Eh ben ça c'est clair. Est-il vrai que les laboratoires investissent de plus en plus dans le marketing et de moins en moins dans la recherche? Oui, vrai. Oui, et dans la recherche, ils donnent les chiffres, ça c'est clair. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que la recherche, ils arrivent aujourd'hui à faire que les finances publiques de la recherche publique s'investissent pour les laboratoires, c'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent effectivement se retirer en recherche et développement pour capturer finalement les ressources de l'État
qui se met à travailler pour leurs propres bénéfices et encore une fois, sans donner ne serait-ce qu'une petite partie à la prévention, c'est-à-dire au combat contre les causes qui aujourd'hui, encore une fois, sont parfaitement connues, comme on le montre, que ce soit les cancérogènes, que ce soit les neurotoxiques. On a faut quand même le dire, des médecins aujourd'hui qui sont incapables de citer des causes de cancer autres que celles qui semblent endémiques ou génétiques. Idem pour les maladies du cerveau. Ils sont dans l'ignorance totale. Ils n'ont pas de formation en toxicologie industrielle. C'est un manque énorme. Boîte de médicaments. Pourquoi continuer à vendre les médicaments en boîte à nombre fixe et non en dose adaptée selon les traitements? Vous venez de gagner le droit de répondre. C'est pas un problème de toxicité là. Enfin, ceci dit, il y a des gens qui peuvent faire des réserves de médicaments chez eux et les reprendre. On a vu avec le Diantalvic, ça a donné des désastres. Bon, mais ça c'est un problème de coût et de gaspillage. En Allemagne, on vend même à la pièce. Ça se fait aux États-Unis, on vous le donne à l'unité, exactement le nombre de médicaments dont vous avez besoin. C'est pas le même problème. Ça ne changera pas le problème de fond, le problème des médicaments. Oui, ça peut inciter à faire des petites réserves de médicaments et à s'auto-médiquer. Qui a dit tout à l'heure, je crois que c'est Marc Girard, que les mammographies étaient des escroqueries? Ça nous emmènerait très loin. Il y a un livre qui va paraître. Oui, en 20 secondes quand même. Pour les mêmes raisons. Si vous voulez, il n'y a aucune preuve du moindre bénéfice et un certain nombre d'éléments qui montrent les inconvénients. Et je voulais dire aussi que dans le coût de la sécurité sociale, il n'y a pas seulement le coût du médicament, beaucoup plus énorme. Il y a le coût indirect de toutes les complications des médicaments. Ça coûte combien en France aujourd'hui? Les milliers de scléroses en plaques post-vaccinales, je vous dis, regardez le chiffre du déficit de l'assurance maladie, ça coïncide comme par hasard avec le milieu des années 90. On peut citer pour les gens, s'ils veulent, le diaporama de Bernard Junot sur la mammographie qui est sur Internet. Et voilà, décidément Internet c'est magnifique. Une dernière question, pourquoi les Français sont-ils de si gros consommateurs de médicaments? Parce qu'on les élève comme ça? C'est parce que les médecins sont formés pour ça, parce que la presse médicale est tenue, parce que le ministère de la Santé a toujours des peurs bien choisies et que jamais il met en perspective les causes pour ne pas gêner les industriels. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion ce soir. Cette émission sera rediffusée à 22h20 sur le câble numérique, la DSL et la TNT pour être toujours fidèle à la formule de notre ami Yves Calvi. À lundi.